comme la première règle d'un débat qui est de bonne tenue, c'est de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Et il y a toujours une prime à ceux qui sont évidemment à l'heure. Il est 11 heures. Je vous propose donc de commencer gentiment cette table ronde qui va durer à peu près, enfin même une heure. Une heure au cours de laquelle nous allons passer en revue en fait cette problématique de la coopération internationale dans les questions de cybersécurité. J'y ai ajouté les questions de cyberdéfense, même si c'est un petit peu annexe, mais parce que Mme Balfour nous expliquera que peut-être que l'un ne va pas sans l'autre ou l'un se comprend avec l'autre. Donc je me suis permis d'y ajouter cette petite touche personnelle. Donc je m'appelle Myriel Crafret, je suis journaliste indépendant, spécialiste de questions de défense, de souveraineté, un petit peu de sécurité intérieure aussi. Je suis les questions de cybersécurité sous l'angle souveraineté. Pour introduire cette table ronde, je voulais simplement vous rappeler 2-3 choses que peut-être vous connaissez tous, vous qui êtes sans doute d'éminents spécialistes de toutes ces questions. Le 26 octobre dernier, l'agence Europol annonçait le succès de l'opération Dark Hunt Tor, menée sur le dark web, qui est le fruit d'une vaste coopération internationale entre les services de police américains, britanniques, italiens, allemands, français, qui a permis l'arrestation de quelques 150 cybercriminels. Un mois plus tard, on a enregistré une autre opération importante qui s'appelle Gold Dust, qui a été cette fois orchestrée par l'agence Europol et Eurojust, qui est son pendant pour les questions judiciaires, qui démantelait le gang russe Revil, qui était notamment à l'origine, enfin c'est ce qu'on suppute, à l'origine d'attaques importantes, notamment aux États-Unis, contre un pipeline qui s'appelait Colonial, qui est assez connu. Bon, depuis, j'ai cru comprendre que Revil avait rené de ses cendres, puisque j'ai cru comprendre qu'ils sont à nouveau actifs. Donc ces gens-là, c'est comme la mauvaise graine, visiblement. Il faut les arracher, mais régulièrement, ça repousse. Voilà, bref, ces actions de plus en plus nombreuses viennent renforcer la volonté de nombreux États de se doter d'une stratégie de lutte contre la cybercriminalité, lutte contre la cybercriminalité qui est par essence transfrontalière, hein, et donc qui appelle un renforcement permanent des canaux de coopération internationale. Le problème, bien sûr, c'est que tous les États, tous les pays ne s'accordent pas sur les canons, sur la philosophie et les canons de la coopération internationale. Sinon, on évoluerait dans un monde évidemment parfait, ce qui n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de textes fondateurs qui, notamment chez les Européens, sont des socles en matière de coopération internationale. Évidemment, je vais citer tout de suite la Convention de Budapest de 2001, je crois. 2001, c'est ça, qui était véritablement un texte fondateur en la matière. Ensemble, pendant cette heure, avec nos 3 panélistes experts de ces questions-là, nous allons essayer de répondre à quelques questions que j'ai formulées ainsi pour essayer de guider un peu nos débats qui, évidemment, portent sur une question vaste. Pourquoi il est urgent de coopérer? On peut peut-être le rappeler. Quel est aujourd'hui le cadre et les outils existants? Quels sont peut-être les domaines les plus prometteurs en matière de coopération? Si je parle trop vite, madame, vous me le dites. C'est bon? Ok. Quels sont les domaines les plus prometteurs, les voies aujourd'hui qui vous semblent promettrices? Quelles sont évidemment les limites, les obstacles ou les freins à la coopération? Et puis, je voudrais qu'on termine par peut-être un regard un peu plus politique sur les perspectives qu'ont dessinées la présidence française de l'Union européenne en la matière et plus généralement les perspectives politiques de l'Union européenne en matière de coopération, puisqu'il y a quelques dossiers, comme on dit, sur le feu, sur un feu qui est d'ailleurs plus ou moins actif. Vous allez nous en faire un petit point, Madame l'ambassadrice. Alors, avant tout, permettez-moi de présenter en quelques mots nos 3 panélistes, en commençant par vous, Madame l'ambassadrice, Johannek Balfourt. C'est comme ça que l'on dit, hein, c'est ça. Vous êtes directrice de la politique de sécurité et de défense au Service européen pour l'action extérieure, le fameux SEAE, qui est, pour résumer, le Quai d'Orsay de l'Union européenne ou le service diplomatique de l'Union européenne, chapeauté par l'Espagnol Josep Borrell. Vous êtes donc une diplomate néerlandaise, je l'ai dit, vous êtes polyglotte, vous avez été en poste à Moscou, à Londres, à Washington, et depuis plusieurs années aujourd'hui, vous officiez à Bruxelles. Vous avez officié auprès de l'OTAN et aujourd'hui, vous êtes auprès de l'Union européenne dans les fonctions que je viens de rappeler. Et vous êtes notamment, hein, ce n'est pas
vous ne vous occupez pas uniquement de cyber, évidemment. C'est un des dossiers sur lesquels vous êtes très active. Je crois que vous étiez il y a quelques semaines à Helsinki, dans le cadre d'un partenariat justement intéressant en matière de cyberdéfense avec la Finlande qui souhaite aujourd'hui rejoindre l'OTAN. Donc vous êtes partout et aujourd'hui vous êtes à Lille avec nous. À ma gauche, le commandant Emmanuel Kessler. Vous êtes, mon commandant, responsable de la prévention et de la sensibilisation au Centre de lutte contre la cybercriminalité de l'agence Europol, que j'ai cité tout à l'heure. Bon, vous êtes commandant de police, vous affichez plus de 10 ans d'expérience en matière de coopération internationale sur les questions de cybercriminalité. Vous avez notamment officié à... Alors, je vais lire mon intitulé pour ne pas dire de bêtises parce que c'est un peu compliqué. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, autrement dit l'OCLCTIC pour les experts, qui a été depuis engerbé dans la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la DCPJ, de la Direction centrale de la police judiciaire. Voilà, vous avez aussi officié, toujours dans ces fonctions-là, au sein de la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Vous êtes donc vraiment un expert de la coopération, un expert français de cette coopération internationale. Europol, mais vous le direz tout à l'heure, hein, c'est évidemment l'agence européenne qui soutient les États membres dans la lutte contre la grande criminalité, y compris la cybercriminalité. Et vous êtes à la tête d'une équipe d'une 30aine de personnes, vous nous expliquerez exactement ce que vous faites. Et à ma droite, le chef d'escadron Mathieu Audibert, donc la parité est vraiment respectée du point de vue français, on a un policier et un gendarme. Vous êtes le chef du département partenariat et coopération du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, ce qu'on appelle plus communément comme Cybergende, voilà, qui est un organisme qui est assez récent finalement, je crois qu'il a été créé en 2021. Voilà. Alors vous êtes, juriste de formation, vous êtes surtout spécialisé dans le droit pénal de la cybercriminalité. Vous achevez d'ailleurs actuellement un doctorat de droit consacré à la preuve numérique, un doctorat de droit qui vous a conduit notamment à beaucoup travailler les questions de coopération internationale. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin. Alors, pour démarrer le débat, et puis peut-être j'ai oublié de préciser, si vous le souhaitez, nous pourrions, si nous avons le temps, réserver quelques instants à la fin du débat pour prendre des questions. Je pense que c'est toujours intéressant pour avoir un échange à bâton rompu avec nos experts. Premier item, si vous le permettez, pourquoi la coopération est un enjeu crucial dans la lutte contre la cybercriminalité? Juste un ou deux chiffres pour présenter ce point. Selon le dernier baromètre du groupe d'assurance Allianz des risques pesant sur les entreprises, ce baromètre inscrit la cybercriminalité au top des risques pesant aujourd'hui sur les grandes entreprises dans le monde. Vous pouvez retrouver d'autres baromètres et en général ce risque c'est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est véritablement un risque identifié depuis 1 ou 2 ans comme majeur. Un fléau évidemment sans frontières qui aurait coûté l'année dernière selon les spécialistes 5 600 milliards d'euros, 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Vous nous direz ce que vous pensez de ce chiffre. Je n'ai pas retrouvé la source. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais c'est un chiffre qui circule. Est-ce que vous le considérez comme valable ou pas? Voilà. Alors, de quoi parle-t-on tout d'abord, mon commandant Audibert? Je me tourne vers vous. Juste un point de méthode avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Où et commence et où s'arrête la cybercriminalité d'un point de vue pénal? Vous avez un... Voilà, pardon. Merci. Merci pour ce propos introductif et merci pour avoir convié à cette présentation. Donc effectivement, la cybercriminalité, on en parle de plus en plus, en particulier en France depuis les 2 derniers confinements liés à la crise Covid, puisqu'on a vu à quel point le numérique était dépendant et on était dépendant au numérique pour différentes activités, que ce soit professionnelles, universitaires, scolaires. Et en matière de cybercriminalité, force est de constater que plus les citoyens, les utilisateurs sont nombreux, plus la surface d'attaque finalement est importante. En effet, mécaniquement, si vous augmentez le nombre de personnes connectées à Internet, vous augmentez ipso facto le nombre potentiel de victimes. Pourquoi, en matière de cybercriminalité, la question de la coopération internationale est centrale? Vous en doutez bien, la particularité d'Internet au sens large, c'est que c'est un système d'information et de communication qui ne connaît pas, au sens matériel du terme, de frontières liées aux États.
Autrement dit, en un clic, vous vous connectez sur un site français, mais le clic d'après, vous pouvez être dans un autre pays de l'Union européenne, vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en Asie, et les données que vous utilisez, vos données, mes données, nos données, sont pour partie dans l'Union européenne, pour partie sur le territoire de d'autres États. Et donc la question qui va se poser, c'est quand vous êtes victime d'une infraction, comment les enquêteurs, les services de gendarmerie et de police vont constater l'infraction, vont devoir échanger avec les personnes qui hébergent nos données. Et vous sous-entendez le deuxième point qui est fondamental, c'est l'accès à ces données. Alors attendez, vous allez un tout petit peu vite, je vous coupe dans votre élan. Simplement, il y a un point qui, en préparant ce débat ensemble, il y a un point qui me paraît important de préciser quand même, c'est que pourquoi aujourd'hui la cybercriminalité est un fléau majeur, considéré comme majeur, c'est que la palette en fait des crimes aujourd'hui que l'on met dans la cybercriminalité d'un point de vue pénal, vous me disiez même, je crois, de mémoire, que 80% des délits aujourd'hui, 80 à 90% même des délits, sont considérés comme rentrent dans cette case de cybercriminalité, étant donné le mode d'action. Juste un mot là-dessus, mon commandant, s'il vous plaît. Alors, sur la cybercriminalité au sens strict, effectivement, alors en fait, classiquement, juridiquement, on distingue en gros deux volets. Dans cette définition de la cybercriminalité, c'est les infractions pénales donc, qui sont tentées ou commises contre un système d'information. Donc le système d'information est la cible de la personne, du malfaiteur, de la personne qui va commettre l'infraction. Et l'autre gros volet, effectivement, c'est les hypothèses extrêmement nombreuses où le système d'information, Internet principalement, est le vecteur, le moyen de commission de l'infraction. Autrement dit, on a des infractions que l'on va considérer comme spécifiques. Exemple type, le piratage de données informatiques. Hacker un serveur, hacker un téléphone, c'est du piratage. C'est une infraction liée à la cybercriminalité qui vise le système. Si en revanche, j'envoie, parce que je suis un escroc, des centaines de millions de spams de par le monde pour faire croire aux gens qu'ils ont consulté des sites pédopornographiques en usurpant la charte graphique et la signature du directeur général de la gendarmerie nationale, là je commets une infraction traditionnelle qui existait avant l'informatique, avant l'électricité, l'escroquerie, et effectivement c'est le plus gros volume d'infractions cyber que l'on constate, celle finalement où des gens qui auparavant réalisaient des escroqueries dans le monde réel et qui maintenant tout simplement se sont adaptés au numérique. L'escroquerie par exemple avec les fausses accusations ou les escroqueries à la romance sur Internet, ça existait dès le 18e et 19e siècle avec ce qu'on appelait autrefois la lettre à Jérusalem. D'accord. Donc aujourd'hui, vous confirmez que c'est bien la majorité des infractions appartiennent au domaine de la cybercriminalité. Alors ce qui est certain, c'est que toutes les infractions en lien avec le numérique relèvent de la cybercriminalité, des services spécialisés de gendarmerie et de police. Et en fait, l'expérience montre, et la numérisation ou la digitalisation en anglais montre en fait que la cybercriminalité, c'est la délinquance actuelle, mais surtout celle de demain. C'est-à-dire que dans la salle où nous sommes tous, nous serons tous forcément un jour ou l'autre exposés à une infraction cyber, soit de notre fait, soit parce qu'on a été ciblé pour ce que l'on est, la profession, l'entreprise, la collectivité territoriale, le responsable politique, étatique. Effectivement, la cybercriminalité, c'est la principale menace criminelle et Europol, effectivement, mon camarade Emmanuel Kessler en parlera tout à l'heure, Europol est très au fait de ces menaces qui dépassent largement l'échelle française, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la frontière stricto sensu n'existe pas. Alors, le problème est mondial. Voilà. Donc, évidemment, un enjeu d'aujourd'hui et un enjeu majeur de demain. Emmanuel Kessler, mon commandant, est-ce que cette définition de la cybercriminalité est partagée par les États membres? Est-ce que c'est une vision technique qui aujourd'hui ne fait pas débat? Est-ce qu'il y a déjà, de ce point de vue-là, quelques petites nuances à apporter? Merci. Merci. Alors, en ce qui concerne le niveau européen, oui, je dirais que les grandes définitions de la cybercriminalité apparaissent dans une certaine mesure dans différents textes qui ont été élaborés durant ces dernières années. Je pense plus spécifiquement aux différentes directives qui ont été prises au niveau de l'Union européenne. Il y a une directive sur les cyberattaques, une directive sur la fraude en ligne, une directive sur les atteintes aux mineurs en ligne. Donc la question ne sera pas tant en intra-européen.
car là, je dirais, il y a une harmonisation globale qui a déjà été mise en œuvre depuis une dizaine d'années. La problématique de la définition de la cybercriminalité va se poser nettement plus au niveau international, globalement. On aura probablement l'occasion de revenir dessus ultérieurement. Actuellement, il y a tout un débat au niveau de l'ONU à ce sujet. Et là, véritablement, c'est une question. Ouais. On va y revenir en fin de... Pour revenir très, très brièvement... Sur les enjeux. Oui, oui, absolument. Ouais. L'urgence. Urgence. Alors en effet, faut bien retenir quand même sur la cybercriminalité le fait que c'est une délinquance massive et c'est un défi pour les services enquêteurs. On doit intervenir sur une masse d'attaques qui a lieu quotidiennement. On doit véritablement, je dirais, faire cette coordination entre des services enquêteurs qui vont être situés dans plusieurs pays. Les cyberattaquants parfois ça peut être des cyberattaquants qui vont être en France et qui vont taper, qui vont cibler des cibles françaises. Par contre, ces cyberattaquants vont utiliser des serveurs à l'étranger, parfois hors de l'Union européenne. Ils vont utiliser des capacités d'attaque qui vont amener l'enquêteur à demander des informations hors de l'Union européenne. Et tout l'enjeu de la coopération est là véritablement. Donc, pour vous donner une illustration au niveau d'Europol, la plupart de nos enquêtes, les enquêtes que nous soutenons, vont réunir 3, 4, 5 États majeurs qui vont être impliqués dans l'enquête. Ensuite, on pourra associer aussi sur des grandes enquêtes jusqu'à 6 ou 7 autres États qui vont apporter un soutien à l'enquête. Et c'est tout l'enjeu de la coopération internationale en termes de cybercriminalité, un enjeu de coordination, un enjeu aussi de soutien logistique. Comme on le verra, les grandes opérations qui sont menées peuvent amener jusqu'à 30, 40 enquêteurs issus des États membres qui vont se réunir à Europol pendant des semaines, parfois des mois, et qui vont travailler sur une masse énorme de données. Donc là, c'est tout l'enjeu justement de cette coopération en cybercriminalité. Alors on va approfondir ces sujets-là. Je voudrais d'abord terminer premier tour de table par vous, Madame l'ambassadrice. Aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile, est-ce que vous sentez qu'il est plus facile de coopérer alors vous représentez une coopération avec les États extra-européens, hein, c'est bien ça votre mission. Le commandant l'a effleuré tout à l'heure. Cette définition, par exemple, de la cybercriminalité n'est peut-être pas forcément partagée par l'ensemble des grands États qui sont souvent cités dans ces questions de cybercriminalité. Juste un mot sur votre appréciation actuelle de la facilité de la coopération, l'état des lieux un petit peu de cette coopération, puis ensuite on rentrera peut-être dans vos priorités et vos dossiers. Merci beaucoup. Merci d'avoir m'invité pour ce sujet qui est très important. Et merci pour parler un excellent français. Merci beaucoup, mais je parle un peu pas comme vous, alors je m'excuse en avance sur mon français, mais pour dire un peu ce qu'on fait dans le service extérieur de l'Union européenne sur la cybercriminalité. Ça, c'est pas seulement le service européen, on fait ça toujours avec la Commission, en coopération avec DG Home, avec l'Europol, avec tous les acteurs européens, parce que pour la cybercriminalité, c'est ça, il n'y a pas de frontières. Et comme ça, on se met dans un débat international, on fait la coopération dans les domaines, on a déjà nommé le Convention de Budapest, mais aussi dans le multilatéral en ONU. Et là, ça, c'est vraiment le service extérieur qui se met dedans, parce que nous, on a des relations avec avec les États membres. On va coordonner les positions européennes avec les États membres en ONU, mais on a aussi de coopération avec les États-Unis, Grande-Bretagne, bilatérale. Ouais. Non, ce n'est pas seulement bilatéral, mais en groupe pour se préparer pour les négociations. Donc, parce que, comme vous dites, ce n'est pas la même chose qu'on voit le dossier avec, on dit ça avec les like-minded countries, mais il y a de plus en plus un domaine
deux versions cyberespace. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment préparer les négociations et de coordonner les positions européennes avec les autres membres et pour vraiment... Juste un mot sur l'état d'esprit actuel des gens avec lesquels vous discutez, qui sont peut-être extra-européens. Est-ce que vous sentez depuis 2 ans, je pense évidemment au Covid qui a rendu exponentielle la numérisation des économies, et puis bien sûr, je pense aussi à la guerre d'Ukraine, est-ce que vous sentez une nouvelle appétence, une nouvelle volonté, davantage de volonté pour coopérer, y compris avec des gens qui n'ont pas notre vision, ce que vous disiez? Quel est votre ressenti? Le ressenti après le Covid et pendant le Covid, mais aussi maintenant avec la guerre en Ukraine, et spécialement avec la guerre en Ukraine, on a vu vraiment une coopération très intense avec, par exemple, les États-Unis, Canada, la Grande-Bretagne et tout ça, parce que on a vu vraiment une crise qu'il faut coopérer ensemble. Parce que, et c'est aussi un domaine de cyber, parce qu'il faut quand même assister le pays comme Ukraine dans la cybersécurité, mais il faut aussi montrer qu'on peut coopérer ensemble avec ces autres États pour montrer une posture, comment, je ne sais pas le mot. Ouais, c'est exactement ça. ça. Ah, oui. OK. Et on a aussi des conclusions récentes sur ça, sur le cyber posture, pour montrer aux autres pays comme la Russie qu'il ne faut pas faire ces actes dans le domaine de cyber. Dans le cyber, c'est comme dans la vie réelle. La guerre, en fait, a eu ça de bon que les États-Unis et les Européens ont resserré les rangs face à la menace. C'est ce que vous nous dites. On verra ça, la cyberposture, peut-être en fin de débat. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de rentrer de décrire un petit peu l'architecture actuelle, le cadre actuel et les outils actuels de la coopération existante, et évidemment d'en tracer à la fois les fruits, mais aussi les limites. Je pense que c'est ce qui intéresse sans doute les auditeurs. Alors je vais commencer par vous à nouveau, mon commandant Audibert. Vous pouvez nous dire un mot de la Convention de Budapest, qui est un texte, je crois, fondateur établi par le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État de l'Union européenne. Il me semble qu'il y a 64 signataires, donc évidemment au-delà des États européens. Un mot sur ce texte. Qu'est-ce qu'il permet et en quoi aujourd'hui il est le socle juridique fondateur? Alors, sur la Convention de Budapest, je me permets juste une correction, ce n'est pas un texte de l'Union européenne, mais c'est un texte du Conseil de l'Europe. Et c'est bien plus large en fait que l'Union européenne, puisqu'on a des États adhérents à cette Convention, donc qui a été signée à Budapest, en Hongrie. On a des États qui sont adhérents, partis à la Convention de Budapest de lutte contre la cybercriminalité, et pour autant qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et l'un des États, par exemple, qui est membre, c'est la Suisse. Qui pour autant... les États-Unis aussi. Les États-Unis aussi, effectivement. Et cette convention de Budapest, qui est intéressant, alors comme c'est une convention, donc en France, elle a une valeur supérieure aux lois, mais quelques-unes de ses dispositions sont dans le Code de procédure pénale français. Donc en fait, quand les officiers de police judiciaire, gendarmes ou policiers font des réquisitions à l'étranger, régulièrement, ils mettent en œuvre en fait les stipulations de la convention de Budapest pour obtenir l'accès à certaines données qui sont stockées tout simplement dans un État parti à cette convention. Enfin, on peut prendre un exemple assez simple qui a été médiatique et déjà cité au FIC l'an dernier. Si vous prenez le fournisseur d'email ProtonMail, qui est basé en Suisse, à Genève, il a été amené, ce fournisseur, à coopérer avec les services de police ou de gendarmerie dans le cadre d'enquêtes judiciaires qui étaient ouvertes en France contre des personnes qui résidaient en France et qui utilisaient ce service. Et dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont eu besoin d'avoir accès à ces données qui étaient donc hébergées en Suisse. Et par le biais de la messagerie Siena d'Europol, ils ont échangé avec leurs collègues suisses en mettant en œuvre les dispositions de la Convention de Budapest.
Et un magistrat suisse, un tribunal suisse, a décidé que la requête émanant des autorités françaises était légitime et les enquêteurs français, de mémoire c'était la préfecture de police de Paris, ont pu obtenir effectivement un retour de la Suisse. Et voilà un exemple très simple de mécanisme de coopération internationale pour avoir accès à certaines données. Après, il y a différents degrés de coopération en fonction de la typologie de données qui est demandée par les enquêteurs. Alors, pour être dans l'actualité, je crois qu'en avril, c'est-à-dire le mois dernier ou il y a 2 mois, il a été signé un deuxième protocole additionnel à cette convention de Budapest. Un mot sur qu'est-ce que apporte cette avancée supplémentaire, peut-être avec 1 ou 2 exemples pour être un peu concret. Alors effectivement, le protocole a été adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais après, il faut que les différents États effectivement le ratifient. Donc, par exemple, pour l'instant, la France n'a pas encore signé le protocole additionnel, mais il a vocation effectivement, comme la Convention en fait le permet à la base, de renforcer les mécanismes de coopération internationale interétatique, et particulièrement dans le domaine de la haine en ligne. De la haine en ligne. De la haine en ligne, d'accord, ok. Emmanuel Kessler, vu de votre fenêtre d'expert à Europol, qui se situe à La Haye, je crois, Oui, c'est ça, absolument. quels sont finalement les domaines que vous jugez les plus prometteurs en matière de coopération? Est-ce que c'est le partage d'informations? Est-ce que c'est la formation des autres, de spécialistes qui vous permettent de parler ou d'avoir des langages ou des techniques communes? Quel est aujourd'hui, selon vous, le filon le plus prometteur en matière de coopération technique? Alors, les domaines les plus... Et vous pouvez peut-être en profiter pour dire quels sont les 3 ou 4 domaines dans lesquels vous travaillez à Europol en matière de lutte contre la cybercriminalité, parce que Oui, tout à fait. ça me paraît... Je vais faire, pour commencer, un rappel un peu du positionnement d'Europol, de ce qu'est Europol, comment Europol travaille sur la cybercriminalité. Très rapidement, Europol est une agence d'environ 1500 personnels à La Haye, essentiellement composée de personnels qui ont un profil d'enquête, pas seulement, aussi des profils technologiques, des profils d'experts donc sur la gestion de données, sur le forensique. On va travailler sur différents types de menaces, le crime, ce qu'on appelle le serious crime en anglais, le crime, donc la criminalité organisée, et aussi le terrorisme. Donc, au sein d'Europol se trouve l'un des centres opérationnels, un des centres opérationnels est dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Actuellement, c'est 80 personnes. Ça a vocation à se renforcer à une centaine de personnes dans les prochaines années. Europol va apporter un soutien en termes de coopération à l'ensemble des États membres européens. On travaille d'une manière, on va apporter un soutien en appui divers. C'est-à-dire, on ne va pas travailler comme le FBI. Le FBI va se saisir d'affaires et va gérer une enquête sur plusieurs États américains. Nous, ce sont les services des États membres qui vont venir nous voir. Ces services vont venir nous voir car véritablement, ils ont besoin d'un appui au niveau européen, au niveau international, pour pouvoir justement mener à bien une enquête qui sera complexe et qui sera d'ampleur. Europol va fournir un soutien en termes de coordination. Comme je l'évoquais précédemment, on va avoir autour de la table 4, 5 États, voire plus, qui vont avoir besoin de travailler ensemble en amont de l'enquête, dès les premiers stades de l'enquête, pour pouvoir se concerter sur la manière dont ils vont gérer l'enquête. On va aussi apporter un soutien en termes de forensique. Le forensique, maintenant, en matière numérique, c'est essentiel, comme vous pouvez le deviner. Donc là, Europol... Juste pour ceux qui ne connaissent pas le forensique, c'est quoi? Alors, le forensique, c'est l'analyse des contenus numériques, pour le résumer simplement. C'est-à-dire que les enquêteurs vont... L'enjeu de l'enquête numérique, c'est reconstituer la scène de crime numérique. Donc, à l'image d'une scène de crime physique, l'enquêteur va devoir établir les faits à partir de constatations qu'il va effectuer sur des contenus numériques. Pour ça, il faut analyser les contenus. C'est de l'analyse de disques durs, de contenus sur des serveurs, de contenus sur des smartphones. Et ce soutien forensique est essentiel dans toutes les enquêtes numériques, très clairement. L'autre type de soutien que nous allons apporter à nos collègues des États membres, ce sera aussi, par exemple, un soutien technologique en termes de crypto-monnaie.
Actuellement, les crypto-monnaies, c'est un enjeu, car les crypto-monnaies vont servir notamment au paiement des ransomware, par exemple. Elles vont servir à du blanchiment, elles vont servir à énormément de choses. Donc, les crypto-monnaies, l'enjeu pour les services d'enquête, c'est justement de retracer qui est utilisateur de ces flux de crypto-monnaies. Vous êtes des experts de la crypto-monnaie? Alors, nous avons en effet, au sein de l'agence, des experts parmi les meilleurs mondiaux actuellement qui apportent des soutiens aux États membres. Il y a un besoin énorme en termes d'expertise sur les crypto-monnaies. Et voilà, Juste pour, vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais le Parlement russe vient de adopter un projet de loi pour donner le droit à toutes les entreprises russes de travailler en crypto-monnaie. Hein, ça ne doit pas vous étonner. Eh bien, ça va représenter probablement de belles perspectives pour les collègues qui vont avoir des nuits bien remplies, je le pense, dans les temps à venir. Non, mais c'est véritablement, ce soutien en crypto-monnaie est essentiel, oui. Alors, juste un petit dernier mot sur quel type de soutien vous paraît aujourd'hui très prometteur. Est-ce que c'est de l'échange de l'information? J'ai parlé de formation. Oui. Un mot sur la formation, ça me paraît... J'ai cru comprendre que c'était très important. Alors... J'ai souligné des besoins précédemment. Très clairement, il y a un besoin d'experts au sein des forces de l'ordre. On a besoin d'avoir parmi dans nos rangs, des collègues qui développent cette expertise. Et l'enjeu, c'est en effet de développer cette expertise. D'une part, au niveau, je dirais, commun, entre guillemets basique, chez nos collègues enquêteurs de tous les services, je dirais de France et de Navarre, dans les commissariats ou les brigades les plus habituelles, pour pouvoir traiter un premier niveau d'enquête simple. Mais aussi, bien entendu, de former des personnels sur les technicités les plus avancées. Je citais les crypto-monnaies, il y a beaucoup de choses, ça peut être le dark web, ça peut être beaucoup de domaines. Et l'international permet cette formation, notamment, elle contribue à cette formation qui est faite dans un premier temps essentiellement au niveau national, mais la technicité que nous avons sur la crypto-monnaie, nous la partageons avec nos collègues nationaux dans le cadre de formation à Europol. Alors, mon commandant, pour compléter ce panorama, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui prometteur en matière de coopération? Même question, est-ce que c'est des domaines spécifiques de compétences ou est-ce que c'est aussi la question de la formation? J'ai que comprendre qu'en matière de formation, ce qui est important, c'est de pouvoir parler le même langage, c'est-à-dire l'assurance que l'on puisse demander un travail technique à quelqu'un qui est en mesure de le faire pour pouvoir aller vite, rapidement, pour justement geler la scène de crime numérique. Effectivement, sur la preuve numérique, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que si on raisonne par analogie avec une scène de crime physique traditionnelle, entre guillemets, par exemple, il est très difficile, les faits divers le montrent régulièrement, de faire disparaître une trace de sang sur une scène de crime, puisque, par exemple, en dossier criminel récent, les experts de la gendarmerie ont réussi à découvrir une micro-trace dans le coffre d'une voiture qui avait été pourtant nettoyée plusieurs heures dans une station de lavage automobile. À l'inverse, la preuve numérique, la donnée, c'est quoi? C'est une information. Donc, la preuve numérique que les enquêteurs vont rechercher, c'est une information qui est fixée sur un support. Si le support est altéré ou détruit, il sera, dans certaines hypothèses, très compliqué, voire, ça peut arriver, impossible, même si, effectivement, il y a de gros enjeux en matière de formation des enquêteurs, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, dans certaines hypothèses, il sera malheureusement impossible de récupérer ces éléments de preuve. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'autre aspect de la coopération qui est très important, c'est la coopération bilatérale ou multilatérale en matière de formation, puisque dans ce que disait le commandant Kessler sur les experts à Europol, vous avez des échanges réguliers entre les forces de police des États membres et Europol avec des experts nationaux qui intègrent l'agence. Il y a par exemple plusieurs gendarmes qui travaillent à Europol, en particulier sur la thématique des cryptoactifs. Et à l'inverse, vous avez aussi des accueils de cryptoactifs, c'est-à-dire en gros, c'est plus large. Voilà, c'est crypto-monnaie. C'est plus large que le terme crypto-monnaie.
Et après, ce qui est intéressant, c'est que les échanges qu'on a avec les autres polices européennes et même les partenaires en dehors de l'Union, on parlait du FBI tout à l'heure, Ouais. pour effectivement que finalement on arrive à rehausser le niveau technique de tout le monde et que quand on parle de blockchain, quand on parle de mixer, de Monero, etc., on est en capacité effectivement de Alors, je vais, parler si le vous même permettez, langage. je vais vous relancer de manière un peu différente. On sait que la gendarmerie a une expertise historique en matière de cyber, lutte contre la cybercriminalité. Vous organisez le FIC, donc je suis obligé de le saluer. Est-ce qu'il y a au sein du comme Cybergend d'aujourd'hui une expertise dont vous pensez qu'elle sera demain une filière, comment dirais-je, un vecteur de coopération avancée, non seulement au sein de l'Union européenne, mais surtout, puisque c'est un peu ça l'objectif aussi avec Madame Balfour, c'est avec d'autres États, je pense évidemment aux États-Unis, mais pas que. Alors sur les expertises techniques, avec une certaine Sans trahir de secret. En toute modestie, pour parler des dossiers publics, on a plusieurs capacités qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs tables rondes au FIC. La plus connue est l'opération EncroChat qui a été réalisée en partenariat étroit avec Europol et d'autres forces de police, donc qui en gros revenait à faire une captation de données, c'est-à-dire à infiltrer un système et à récupérer les données qui transitaient de manière invisible et à l'insu d'utilisateurs dans le cadre d'un dossier pour la criminalité organisée à l'échelle mondiale. Après, on a d'autres capacités en matière d'analyse de malware, en matière de suivi des transactions donc de crypto-monnaies sur la blockchain, la désanonymisation de ces transactions, puisque contrairement à quelques idées reçues, les transactions, notamment en Bitcoin, sont publiques, donc il est possible de suivre l'argent. D'autres effectivement compétences sur la partie ransomware. Donc le ransomware, si vous ne connaissez pas, en gros c'est des logiciels malveillants qui vont chiffrer ou crypted en anglais tout ou partie de votre disque dur et qui vont demander le paiement d'une rançon, généralement crypto-monnaie. Et effectivement il y a toute une capacité que la gendarmerie développe en ce moment sur d'une part l'identification et la détection des souches de ces malwares et toute la partie de négociation pour in fine réduire le préjudice, surtout pour les entreprises, qui peut parfois atteindre plusieurs millions d'euros par jour. Et pour terminer sur cette petite assise franco-française, est-ce que vous pensez que l'intérêt d'États qui sont extra-européens pour ce type d'expertise peut être un bon vecteur justement pour comment dirais-je, élargir cette coopération et l'intégrer dans une vision politique plus large? On va parler avec Madame Balfour maintenant de l'ONU. Voilà, un mot là-dessus. Alors effectivement, la coopération en dehors de l'Union est essentielle puisque, il ne faut pas rester dans une approche franco-française puisque, la plupart de nos données à nous, utilisateurs français, simples citoyens, ne sont pas stockées sur le territoire de l'Union européenne et une grosse partie est à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et au-delà de ça, la coopération multilatérale, donc d'autres pays, on le voit très régulièrement puisque, au COM Cybergend, là où je travaille, puisqu'on est finalement très sollicité via les services du ministère de l'Intérieur, la direction de la coopération internationale, notamment par des États qui veulent justement profiter, échanger sur les compétences, envoyer leur personnel en formation chez nous, à Cergy-Pontoise, ou échanger avec les experts nationaux qui sont détachés à l'agence Europol, pour que justement on arrive finalement tous à s'élever vers un niveau technique le plus élevé possible, de manière justement à favoriser la coopération internationale. Après, il y a, outre l'aspect technique, il y a une autre problématique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est un problème de coopération juridique, puisque ce qui est parfois une infraction en France n'est pas forcément une infraction à l'étranger. Alors, Madame l'ambassadrice, je vous parle enfin la parole, pardonnez-moi pour cette attente. On parlait justement, le commandant a justement souligné à l'instant ce souhait d'augmenter le niveau d'expertise pour que chacun puisse effectivement être optimal et surtout bien se comprendre. Est-ce que, alors je vais vous poser une question peut-être un peu directe, mais vous allez ouvrir ensuite la réponse. Est-ce que le souci d'avoir un langage et des compétences communes, autrement dit, est-ce que le souci de l'enjeu d'une harmonisation de ce qui se fait de mieux au sein de l'Union européenne à destination de l'extérieur de l'Union européenne est-elle la vision politique de la coopération dans les instances que vous dirigez? Est-ce que l'idée, c'est, comme un certain nombre de lois, de faire en sorte que nos partenaires extérieurs de l'Union européenne adoptent nos standards, en quelque sorte? Oui, en fait, c'est toujours ça, un peu la vision et la vision des valeurs européennes.
de promouvoir ça aussi en centre de l'ONU et tous, mais ce n'est pas seulement les valeurs européennes, bien sûr, c'est aussi une grande majorité qui partage ces valeurs. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a interne, l'Union européenne a fait des lois et a fait des standards, et c'est aussi ça, on essaye de faire ça aussi un peu plutôt à l'extérieur. Mais en extérieur, ce qu'on fait maintenant, c'est de négocier sur les normes. Et ces normes de comportement en niveau de cyberspace, ça c'est en fait ce qu'on fait avec des experts à l'ONU. Il y a des working groups à l'ONU. On a déjà des groupes d'experts des Nations Unies qui ont adopté de recommandations, mais en fait, ce qu'on voit maintenant avec des autres pays qui ont une autre vision plus autoritaire pour la cyberespace, alors il faut redoubler les efforts multilatéraux pour vraiment parler de ce sont ces normes. Et ces normes, c'est en fait basé de l'application de droit international aussi pour le cyberespace, comme avec la vie normale, comme ça. Et ça, il faut vraiment faire des mesures de confiance, mais aussi le principe de due diligence, qui fixe des règles pour les États et de ne pas laisser utiliser leur territoire pour des faits internationaux illicites. Et ça, c'est en fait un peu aussi ce qu'on fait dans les initiatives internationales pour lutter le combat contre le ransomware avec les États-Unis. Et ça, il y a aussi une filière diplomatique. Et ça veut dire qu'on travaille ensemble avec des pays pour vraiment montrer ça. On voit que, par exemple, en Russie ou Chine, on voit qu'il y a des acteurs qui utilisent votre territoire pour vraiment faire des cyberattaques et pour faire ce comportement illicite. D'accord. Voilà. Donc c'est amener les États à réguler ce qui se passe chez eux, au sein de leurs frontières physiques, sans tomber dans un autoritarisme qui ne serait pas d'essence démocratique en quelque sorte. Qu'en est-il de cette fameuse convention de l'ONU? Puisque je crois comprendre que l'idée des Européens, et pas que, c'était de transformer au niveau de l'ONU cet essai brillant qui a réussi avec la convention de Budapest, c'est-à-dire d'étendre l'échelle, la portée en fait de la convention de Budapest, en essayant comment dirais-je, d'en adopter une de même essence au niveau de l'ONU. Qu'en est-il de cette négociation? Êtes-vous toujours aussi confiante depuis que la guerre est revenue en Europe et que la Russie, évidemment, a changé de posture? D'ailleurs, continuez-vous à négocier avec la Russie à l'ONU sur ces sujets-là? On sait que la Russie sort là en ce moment d'un certain nombre d'entités multilatérales, justement. Voilà. Qu'en est-il? Oui, en l'ONU, en fait, on a 193 membres. Alors, il faut vraiment négocier avec tous ces États, inclus la Russie, parce que ce qu'on veut voir, c'est des normes internationales. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, ce n'est pas du tout facile. C'est déjà très, très difficile de se mettre d'accord sur un agenda, sur les sujets et même sur ces normes qui s'étaient déjà adoptées. Alors, c'est ça la difficulté. Et vous êtes moyennement confiante?
Si. Oui, non, on est toujours optimiste. Oui, voilà, bien sûr. Alors ça, il faut dire. Voilà. Ouais, vous vouliez ajouter un mot, mon commandant? Ouais. Oui, sur la négociation à l'ONU, bon, pour faire un peu un rapide historique, c'est un texte qui a été à l'origine promu par la Russie. En fait, la Russie était très active dans cette approche d'avoir un texte au niveau international à l'ONU. La difficulté, en effet, est que sur l'ensemble des États de la planète, bon, on arrive à obtenir un accord au niveau européen par nos processus de négociation. Au niveau du Conseil de l'Europe, on est parvenu à obtenir tout un train de mesures, je dirais. C'était déjà un peu plus compliqué parce qu'on avait des partenaires qui étaient extra-européens, Amérique du Nord, Asie, avec des approches parfois différentes, Afrique aussi, Amérique du Sud. Donc plus il y a de gens autour de la table, plus c'est compliqué, parce que les systèmes d'origine seront différents. Mais le crime est aussi douloureux pour la France que pour les États-Unis, que pour le Brésil, que pour l'Argentine, que... Oui, mais il faut bien prendre conscience qu'on est sur une problématique de gestion de l'information, de l'accès à la donnée. La donnée est une richesse, c'est aussi une question de souveraineté, très clairement. Donc là, tout le monde va reconnaître le crime en tant que tel. Notamment, il y a un consensus sur la lutte contre l'abus de mineurs en ligne au niveau international, il n'y aura pas de problème là-dessus. Néanmoins, la question est comment je partage mon information. Ça, c'est un autre problème. Comment je fais en sorte que certains États seront prêts à partager, mais ne veulent pas donner un accès automatique, illimité, aux données qui sont sur leur territoire. Après, c'est aussi une question de souveraineté qui peut se comprendre, qui peut se discuter, qui peut se négocier. Donc, au niveau de l'ONU, il y a actuellement plusieurs enjeux. Il y a un enjeu en termes d'avoir un accord sur la définition, en effet, du type de cybercriminalité. Il y a un enjeu tout simplement aussi sur le développement des capacités. On a besoin d'avoir des services dans tous les pays qui soient en capacité de mener des enquêtes. Et ça, c'est déjà un enjeu sur lequel les collègues sont pleinement mobilisés et conscients. Donc, pour terminer, je dirais sur l'ONU, c'est que le risque d'un processus, d'un échec du processus à l'ONU serait de voir ce processus durer longtemps, une négociation qui soit longue, qui empêche l'émergence de cadres internationaux pendant une longue durée, et pendant ce temps, on resterait vulnérable et exposé aux attaques. Alors, vous avez fait la transition naturellement sur... je voulais aborder la question des limites de la coopération ou des freins structurels à la coopération. J'avais organisé ça en 3 points, les limites techniques, les limites juridiques, les limites politiques. Vous avez déjà cité 2 ou 3 limites juridiques et techniques. Mon commandant, est-ce que vous voulez compléter sur les limites techniques? Je crois qu'il y a des problématiques d'anonymisation des mises en cause. On a aussi tout à l'heure effleuré la problématique de la lourdeur de la coopération judiciaire avec Eurojust. Quelles sont de votre fenêtre, vu de votre fenêtre, les 2 ou 3 limites, freins structurels à cette coopération? Alors, Pardon, excusez-moi. Évidemment, on a bien compris que cyber égale souveraineté. Donc là, évidemment, c'est fondamentalement une limite politique et technique. Mais au-delà de ça. Sur les limites techniques ou structurelles qu'on pourrait citer, il y en a plusieurs déjà, et surtout ça va être en fonction, comme le disait le commandant Kessler, du type de données que l'enquêteur va demander. En gros, puis il y a la question de l'anonymat aussi. Il y a des États, par exemple, qui ont un cadre juridique plus développé que d'autres sur la conservation de certaines données pour le besoin des enquêtes, et d'autres ont un cadre juridique qui est moins développé, moins précis que notamment le nôtre. Sur la limite technique, vous avez tout simplement des États qui ne sont pas en capacité de répondre aux réquisitions des enquêteurs parce que tout simplement, ils n'ont pas dans leur droit interne, dans leur procédure pénale interne, le dispositif juridique qui permet de contraindre l'hébergeur ou en tout cas la personne qui stocke la donnée que l'enquêteur demande. Juridiquement, il n'y a pas cette possibilité. Après, il y a des limites qui sont effectivement
un peu plus technique, mais c'est lié finalement à la conception même d'Internet en tant que système d'information, c'est que la donnée peut être pendant une période très brève dans un pays, mais dans une fraction de seconde après, se retrouver dans un autre pays. Donc ce qui est le problème de la traçabilité et effectivement de pouvoir la fixer dans un État avec lequel il y a un mécanisme de coopération internationale, ce qui m'amène sur le dernier point que je voulais évoquer, la typologie des données. Vous parliez de l'anonymat. L'anonymat sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors par principe, il n'y a pas d'anonymat au sens strict, puisque à partir du moment où on se connecte sur un système d'information, on laisse forcément une trace informatique, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone, et il y a une trace, c'est chez le fournisseur d'accès Internet ou l'opérateur de communication électronique. On peut travailler avec des VPN, on peut Après, chiffrer. effectivement, il y a des Paraît-il que la technologie, c'est comme l'épée et le bouclier, vous voyez. Après, le réseau EncroChat, dont on en a parlé tout à l'heure, dans sa nature même, était chiffré. Mais comme tout système, il y a des failles et la loi, en l'occurrence française, permet d'exploiter ces failles sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Donc effectivement, après, il y a des mécanismes de chiffrement, d'anonymisation, etc. Mais donc sur ces fameuses traces, si un enquêteur demande par exemple des données techniques, ou ce qu'on appelle des données de connexion, il va pouvoir les obtenir relativement facilement des fournisseurs d'accès Internet ou des grandes plateformes, les GAFAM par exemple, et les plateformes de réseaux sociaux. Encore faut-il que l'infraction soit clairement définie et que ce soit une infraction dans le pays qui héberge la plateforme. C'est beaucoup de si. Voilà, ça fait beaucoup de si. L'exemple classique, c'est Twitter, puisque les exemples dans l'actualité française sont récurrents. Ce qui va constituer une infraction en France, la haine en ligne par exemple, dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, en Californie où est le siège de la société, ça va relever de la liberté d'expression qui est protégée par la Constitution américaine. Donc pour certaines infractions, malheureusement, les victimes, ça va être compliqué d'obtenir les données d'identification. Là où c'est encore plus compliqué, c'est quand on va demander ce qu'on appelle des données de contenu. Non pas l'enveloppe, la donnée technique, mais le message qui a été échangé. Et dans certaines de ces hypothèses, il va falloir la décision du juge national, donc en l'occurrence souvent du juge américain, qui va devoir apprécier si la demande des autorités françaises est légitime et par rapport au droit américain, s'il est possible de coopérer ou pas et d'apporter une réponse. Et parfois, ça prend effectivement du temps. Même si les réponses sont positives. Voilà, le temps judiciaire n'est souvent d'ailleurs pas le même que le temps dans le cyberespace. Exactement. Et c'est aussi pour ça, effectivement, comme l'a évoqué Madame l'ambassadrice, que la coopération politique et juridique pour arriver à un standard finalement mondial de texte est primordiale, parce que on a beau être très bon techniquement, mais si on parle à d'autres pays où dans ces pays, c'est pas juridiquement possible tout simplement de donner une réponse, on peut être très bon, mais la donnée n'étant pas chez nous, ce qui d'ailleurs repose la question de la souveraineté, il sera compliqué d'apporter une réponse. Alors, on pourrait continuer et ouvrir et creuser ces filons à chaque fois, c'est passionnant. Je vois le temps qui tourne, il nous reste 8 minutes. Madame l'ambassadrice, peut-être un point sur les freins politiques à la coopération. Donc, vous avez évoqué les pays avec lesquels on ne peut pas coopérer. J'imagine qu'il doit y avoir ce qu'on appelle des genres de paradis, l'équivalent des paradis fiscaux pour les cybercriminels dans certains États où c'est le blackout absolu. Est-ce que, un mot sur la coopération, le commandant l'a évoqué, avec les grandes entreprises, et évidemment, je pense à celles qui détiennent la majorité des données aujourd'hui, les fameuses GAFAM. Est-ce que c'est un frein selon vous? Est-ce que c'est compliqué? Comment vous voyez les choses? Et est-ce que c'est un dossier sur lequel vous êtes très active? Mais sur la coopération avec des grandes entreprises sur les données, alors ça, c'est vraiment la Commission européenne qui fait aussi la coopération, mais aussi les lois, pour vraiment coopérer ensemble, mais aussi contrôler d'une certaine manière ce qu'on fait dans le cyberespace. Ce qu'on fait chez nous avec les services extérieurs, c'est aussi de faire le dialogue, pas seulement avec les pays qui sont un peu dans le même espace comme valeur, mais aussi avec les autres pays. Par exemple, un pays comme l'Inde, on a un dialogue en matière de cyber
et counter-terrorism. Et on fait vraiment, on échange d'informations et de coopération et, sur ces faits qu'il faut développer des standards, des normes qu'on peut utiliser dans le cyberespace. Alors ça, c'est important d'avoir le dialogue, d'avoir aussi la coopération, mais aussi l'assistance technique pour des pays qui ont besoin. Par exemple, maintenant, on fait aussi beaucoup sur la cybersécurité avec l'Ukraine, mais aussi des pays comme la Moldavie. Parce que si on a vraiment, pour développer résilience entre les États membres, l'Union européenne, c'est un fait, mais c'est encore plus, c'est mieux ce qu'on fait aussi avec les autres pays. Alors, de vraiment assister les autres pays pour renforcer la cybersécurité. Alors, je le disais, pendant la présidence française de l'Union européenne, l'Europe a adopté la fameuse boussole stratégique, c'est-à-dire une vision stratégique commune, une feuille minimale de vision stratégique commune. Je le relisais avant ce débat, j'y ai noté 1 ou 2 points sur lesquels je voudrais vous faire réagir. Les 27 s'y engagent notamment à se mettre en ordre de marche pour, je cite, réagir rapidement et vigoureusement aux attaques, à renforcer ses capacités à repérer, à analyser de manière coordonnée les cyberattaques et une boîte à outils cyberdiplomatique de l'Union européenne. Vous en avez déjà un peu parlé. Juste un mot, il nous reste en 2 minutes, si c'est possible. J'ai relevé dans cette boussole stratégique au chapitre des actions une législation européenne sur la cyber-résilience, une cyberposture, vous l'avez évoqué, des capacités de cyber-renseignement et c'est peut-être là-dessus, puisque c'est plus la cybercriminalité que la cyberdéfense, un projet de création d'une unité conjointe de cybersécurité. C'est quoi? C'est une espèce d'Europol spécialisé? C'est un mot là-dessus, peut-être. Et puis ensuite, s'il y a des questions dans la salle, on pourra échanger. C'est en fait, et c'est déjà dit, c'est améliorer, d'échanger ce qui se passe. Alors, c'est d'échanger d'informations parce que c'est vraiment ça, c'est crucial. Et ça, il faut améliorer entre les États, entre les institutions, parce que si on ne sait pas ce qui se passe quelque part, on ne peut pas réagir. Alors, c'est ça, par exemple, et pour un exemple outil diplomatique, ça existe déjà. Ce qu'on fait récemment, c'est une déclaration européenne, mais aussi une déclaration de Canada, des États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande. En même jour, on a dit qu'on a vu une attaque juste avant l'invasion en Ukraine, une attaque sur un satellite qui a aussi infecté quelques États membres. Alors, c'est peut-être c'est une déclaration, mais c'est très forte parce qu'on a vraiment échangé des informations, on a vu les preuves que c'était la Russie entre je suis obligé de vous couper. Derrière l'attaque. Ouais. Alors ça, c'est un exemple d'outil, mais la boussole stratégique, c'est un peu plus. On va faire plus en cadre de l'Union européenne, aussi sur la cyberdéfense. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, un tout petit mot, Emmanuel Kessler, c'est quoi? C'est cette unité conjointe de cybersécurité, c'est quoi? C'est une petite agence supplémentaire concrètement, en un mot, hein, vraiment. Concrètement, ce que c'est en un mot est en cours de définition, car c'est en fait, derrière le mot qui peut paraître un peu trompeur, ce n'est pas une unité, ce n'est pas un service constitué. C'est plutôt un mode de coopération, ce qu'on appelle en anglais la Joint Cyber Unit. C'est un mode de coopération qui va réunir les différentes communautés qui sont impliquées dans la cybersécurité, que ce soit la communauté des CSIRT, la communauté des services d'enquête, des cyberdiplomates. Pour mettre en place je vous coupe, parce que pour mettre en place des procédures, absolument. Un cadre de procédures. Ce sont des procédures et des process, des outils qui vont être produits.
Ok, merci beaucoup pour avoir été très concis. J'avais promis une ou deux questions. Il nous reste, allez, 2 minutes. Ah voilà, merci pour ouvrir le feu. C'est toujours courageux de votre part. Allez-y, exprimez-vous clairement. Vous avez de l'organe, j'imagine. Ok. Ok. Alors, les contenus pourront être quelque part à l'Est, par exemple. C'est un exemple. Parfois, les contenus pourront être chez nous, mais faut-il encore le savoir? Parce qu'on a la chance au niveau France d'avoir OVH, qui est un hébergeur de taille mondiale, qui a beaucoup de... il se passe des choses comme chez de nombreux hébergeurs, mais faut-il encore savoir qu'avec leur bon, le contenu qu'on cherche va se situer chez OVH. Donc la problématique, elle va être là. Mais bien sûr, dès qu'on a un contenu extra-européen, extra-américain, ça pourra être plus difficile, oui. Une autre question? Non? Pas de question? Si, ah. C'est plutôt au commandant Audibert, vous avez parlé tout à l'heure en matière de cryptoactifs et d'anonymisation, que vous arriviez à retracer des cryptos plutôt anonymes, style Monero ou Secret. Vous arrivez quand même à retracer tout ça? C'est les questions de spécialistes, là. Hein. Alors, je vous dirai pas oui ou non, forcément. Ce qui est certain, c'est que on a un certain nombre de gendarmes qui sont experts dans cette matière, qu'on a développé en gendarmerie depuis 2019 une formation pour être enquêteur spécialisé en cryptoactifs, qu'on a des logiciels spécialisés qui permettent de suivre les transactions sur différentes blockchains. Et effectivement, l'idée derrière tout ça, c'est de tracer l'argent, puisque finalement, si pour différentes raisons techniques, il peut être compliqué d'identifier un cyberattaquant, l'expérience montre, et la délinquance numérique est parfois et très souvent similaire à la délinquance de tous les jours, que suivre l'argent, qu'il soit virtuel ou que ce soit des billets de banque, suivre l'argent permet souvent de remonter derrière les commanditaires de l'infraction. Donc je ne vous dirai pas quel cryptoactif en particulier, mais il y a des moyens techniques pour effectivement désanonymiser et remonter derrière les personnes qui sont derrière les faits objet de l'enquête. Allez, une dernière. J'ai vu qu'il y avait des journalistes dans la salle, surtout qu'ils n'hésitent pas. Non? Une fois? Deux fois? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup au commandant Audibert et au commandant Kessler d'avoir animé cette table ronde passionnante. Évidemment, on a ouvert un certain nombre de boîtes qu'on aimerait bien creuser, mais ce sera sans doute l'objet d'autres tables rondes. Merci, bonne journée.